Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, Marine, juriste en droit de l'environnement, nous raconte son parcours et le combat qu'elle mène en faveur du droit pour la faune et la flore sauvage avec son association Wild Legal. Bonne écoute. Moi, je suis juriste en droit de l'environnement et je travaille plus spécifiquement sur une niche qu'on appelle les droits de la nature. Une niche dans le droit, je dirais, parce que, et j'y reviendrai après, mais on est en fait un mouvement émergent qui vise à reconnaître les droits du vivant dans son ensemble et à passer par les outils juridiques de la démocratie et par les mouvements de mobilisation territoriale pour justement obtenir des avancées dans le droit. Alors, en quelques mots, moi j'ai fait l'école de droit, j'ai fait du droit comparé franco-allemand, ce qui n'était pas franchement, je dirais la voie royale pour, faire ce que j'ai fait, enfin ce que je fais aujourd'hui. Mais, j'ai toujours eu pour habitude, du coup, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à travailler sur la comparaison de différents droits, à travers le monde. Et en fait, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que dans certaines civilisations, dans certaines cultures, dans certains pays, émerge une forme de droit et pourquoi dans d'autres pays, on a des droits différents. Et c'est notamment en travaillant comme ça qu'on comprend qu'en fait, le droit est une pure fiction juridique. Ce sont vraiment des règles dont on se dote, nous, société, parce qu'on a une certaine vision du monde, une certaine manière de regarder les autres et de vouloir faire société. Et donc, en fait, on peut construire ce qu'on veut avec le droit. Sauf que aujourd'hui, dans notre modèle occidental, justement, cette certaine vision du monde et notamment ce certain regard qu'on a sur la nature et sur les êtres vivants, c'est exactement mon point d'entrée juridique parce que il montre des faiblesses structurelles, des failles qui aujourd'hui mènent à ce qu'on appelle l'effondrement du vivant, à cette fameuse crise écologique que nous traversons désormais. Et donc, j'ai fait un master de droit. Après, j'ai fait l'école, j'ai obtenu mon certificat, mon diplôme d'avocate. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir trouver ma voie dans les cabinets d'avocats, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, la plupart des grands cabinets d'avocats qui se disent spécialistes de droit de l'environnement, en fait, ils défendent les pollueurs. Ils défendent ceux qui détruisent le vivant parce que ce sont ces entreprises-là qui ont l'argent et qui peuvent se payer des cabinets d'avocats. Et donc, c'était tout simplement inenvisageable pour moi de travailler pour ces gens-là et dans ces cabinets d'avocats. Et donc, j'ai décidé de trouver ma voie dans le secteur associatif. Donc, j'ai eu de la chance, d'une certaine manière, j'ai eu la chance extraordinaire de croiser une délégation de peuples autochtones de Guyane française, qui venait en France, c'était en 2017, pour alerter sur un grand projet minier qui s'appelait donc le projet Montagne d'Or, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un immense projet de mine d'or à ciel ouvert en Amazonie française et qui venait aussi réclamer des avancées concrètes sur une promesse que leur a fait l'État en 2017. L'État français s'est engagé à restituer 400 000 hectares de terre au peuple autochtone de Guyane en dédommagement de la colonisation française. Et donc, il se trouve que ils n'avaient pas beaucoup de soutien juridique à l'époque. Et donc, ils m'ont dit que si j'avais envie, je pouvais venir les accompagner en Guyane et voir comment ça se passait là-bas. Et donc, du coup, c'est le choix que j'ai fait, justement, d'aller évidemment les soutenir et d'aller voir comment ça se passe, mais surtout aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que une civilisation comme celle des peuples autochtones se dote d'un droit très particulier et comment on peut comprendre aussi mieux ce qui fait les failles de notre droit, les problèmes de notre droit actuel dans notre civilisation à travers les yeux d'autres peuples et notamment de peuples qui subissent aujourd'hui notre modèle juridique et notre domination. J'ai travaillé jusqu'en 2019, j'étais très présente en Guyane. En 2019, peut-être que vous vous souvenez, Emmanuel Macron annonce l'abandon du projet Montagne d'Or. Pendant quelques mois, on bataille quand même encore beaucoup parce que il se trouve qu'en même moment, l'entreprise pétrolière, donc Total, décide de s'implanter au large de Kourou pour faire des forages pétroliers et essayer de trouver des gisements d'hydrocarbures. Et puis, en 2019, choisi de passer plus de temps en France et de cofonder donc une ONG qui s'appelle Wild Legal, une association donc qui est dédiée à la reconnaissance des droits de la nature en France, justement pour faire changer notre modèle juridique et pour faire bouger les lignes du droit en faveur du vivant et justement en faveur de la défense de nos milieux de vie.
Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2019, c'est-à-dire faire grandir cette ONG et faire en sorte que le sujet des droits de la nature, grandisse en France à travers, du plaidoyer, à travers des recours en justice et à travers, de l'accompagnement dans les territoires, d'associations, de réseaux d'élus, de réserves naturelles ou d'espaces, naturels protégés, justement pour que le sujet grandisse, émerge et au final, soit reconnu évidemment dans le droit, français. Donc mon travail aujourd'hui, il consiste à faire, ça, c'est-à-dire, à la fois donner énormément de conférences, faire des formations à des publics très différents, à la fois, le grand public dans des festivals, mais aussi des publics professionnels. J'ai fait par exemple cette année, tout un parcours de webinaires à destination plutôt des agents de la fonction publique, donc, de fonctionnaires, de personnes qui travaillent dans des réserves naturelles, de personnes qui, travaillent pour des syndicats de gestion de l'eau par exemple, pour les former à la question des droits de la nature, pour montrer en quoi ça a un impact sur leur expérience professionnelle, sur leur quotidien, comment ils peuvent s'en saisir. Donc, il y a tout un programme de procès simulés qu'on organise chaque année avec des associations partenaires. Cette année, on a beaucoup travaillé sur la question de l'abattage des requins à La Réunion. On choisit chaque année un cas assez emblématique des scandales environnementaux, et il y en a pas mal en France. Et on choisit de, en fait, incuber, nous on appelle ça incuber parce qu'on choisit un cas, on le développe avec une association partenaire, et en même temps, c'est un programme qui permet d'entraîner les étudiants avocats ou les juristes à la question des droits de la nature, puisque la consigne de ce programme, qui est en vérité un concours étudiant, c'est qu'ils doivent donc utiliser le droit actuel et les droits de la nature pour pousser le juge à élargir en fait l'utilisation, la lecture du droit actuel et à intégrer les droits du vivant dans un cas de scandale environnemental. Donc pour vous expliquer, cette année par exemple, on a travaillé sur cette question de l'abattage des requins à La Réunion parce qu'il faut avoir en tête que la France donc a mis en place un programme de pêche préventive, c'est-à-dire qu'en fait on tue des requins en mer pour empêcher des attaques de requins qui concernent notamment la communauté du surf et la pratique du surf sur l'île. Et donc, on s'est questionné, c'est parce que c'est un sujet qui est à la fois éminemment éthique, c'est-à-dire que est-ce que c'est normal aujourd'hui que pour préserver une activité de loisir, on tue des animaux dans leur espace qui est leur habitat naturel, qui ne sont pas des comportements bizarres ou anormaux, puisque les requins sont des prédateurs et que évidemment ils chassent, et que la question de la manière dont nous pourrions trouver d'autres façons de cohabiter avec le vivant, c'est une question éminemment éthique, philosophique et juridique. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là, aussi parce que toute cette année il y a eu les négociations autour de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, et qu'on a voulu par ce cas précis illustrer tous les enjeux de reconnaître les droits du vivant, réapprendre à cohabiter avec les êtres sauvages et faire en sorte que on mette le doigt sur ce qui ne va pas dans notre droit actuel, à savoir que il faut avoir en tête que ces requins-là, et notamment donc les requins bulldogs et requins tigres qui sont abattus à La Réunion, ils le sont sans distinction, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne pas des individus qui sont dangereux, on tue tous, on pêche tous les requins. On pêche aussi d'autres espèces qui sont menacées, comme des raies par exemple, à savoir que ces requins-là, ils sont aussi en danger critique d'extinction. Et donc ça montre bien que notre droit actuel, alors qu'il est censé protéger les espèces sensibles, celles qui sont justement en train de disparaître, en vérité, il refuse de protéger ces espèces-là. D'ailleurs, on a eu une décision très intéressante. Il y a eu une jurisprudence qui est intervenue, donc une décision du Conseil d'État qui est intervenue entre-temps et qui a refusé de classer les requins, alors que les connaissances scientifiques que nous avons démontrent qu'ils sont en train de disparaître. On refuse de classer les requins tout simplement parce qu'on a envie de continuer, le gouvernement a envie de continuer à pouvoir les abattre, à pouvoir les détruire, alors même que ça va à l'encontre de toute la logique qui est celui de la protection des espèces, justement pour éviter leur extinction. Et donc, on montre à quel point notre droit est profondément biaisé, mais qu'il est aussi profondément inefficace pour, en vérité, mener à une bonne conservation des milieux et des espèces qui peuplent ces milieux. Et donc, une grosse partie de mon travail aussi, c'est donc de faire du lobbying citoyen, d'aller parler avec les institutions, là, en l'occurrence, avec les négociateurs, les États membres qui négocient la rédaction des accords internationaux, avec les ministères et avec d'autres institutions avec lesquelles on travaille, avec d'autres ONG aussi, pour justement faire évoluer la prise de conscience autour des enjeux des droits de la nature, des intérêts concrets sur le terrain pour répondre en fait aux failles du droit
droit existants. Une autre grosse partie de mon travail, c'est de travailler directement avec des acteurs dans les territoires pour développer des autres solutions juridiques, des nouvelles solutions qui visent justement à répondre à ces grands enjeux et à faire en sorte que, étant donné qu'à l'échelle internationale et nationale, aujourd'hui, le sujet, pour le dire de manière politiquement correcte, il avance pas beaucoup. En France, là, l'horizon politique est un petit peu bouché à l'échelle de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce qu'on en est plus à tenir les murs pour éviter des reculs environnementaux. Et c'est très dur, comme vous le voyez dans le contexte actuel. On fait face à des reculs majeurs en droit de l'environnement. Donc, c'est pas la peine d'espérer que ce soit l'Assemblée nationale qui, demain, spontanément se saisisse de la question des droits de la nature, puisqu'on n'en est vraiment pas là aujourd'hui avec nos députés et nos sénateurs. Donc, nous, notre stratégie, c'est de passer par les territoires, de passer par les gens dont c'est la mission et dont c'est l'engagement au quotidien de protéger le vivant pour justement élaborer de nouvelles propositions juridiques, pour faire de la créativité un outil concret en matière de droit et pour transformer en fait la pratique du droit dans les territoires pour protéger le vivant de manière locale et ainsi justement envisager une évolution positive dans les années à venir, c'est-à-dire qu'en démontrant par le bas que ça marche dans les territoires, que ça montre des résultats positifs, on espère évidemment pouvoir amener cette question-là ensuite à l'échelon national et international. Donc voilà un petit peu pour mon travail et ce que je fais au quotidien avec Wild Legal dans ce travail autour des droits de la nature. Donc il y a Rélix qui pose la question si la loi Duplomb peut vous aider pour l'avenir. Ce qui est en train de se passer autour de la loi Duplomb, c'est très intéressant parce que, en tout cas, moi, c'est mon prisme d'analyse en tant que juriste. Ça questionne en fait la capacité aujourd'hui de nos institutions à prendre des décisions dans l'intérêt général. C'est-à-dire que, et c'est pas uniquement moi qui le dis évidemment, il y a des rapports, il y a notamment un rapport vraiment passionnant de l'IPBES. Vous savez, l'IPBES, c'est la plateforme des experts sur la biodiversité. On dit souvent que c'est le GIEC de la biodiversité. Pointe que en fait aujourd'hui, un enjeu majeur dans la protection du vivant, c'est le grand défi de la concentration des pouvoirs et des richesses. Pour le dire autrement, c'est la collusion entre les forces politiques et les forces économiques. Et aujourd'hui, on le voit, la loi Duplomb, c'est un sénateur, un ancien agriculteur, ancien FNSEA, qui fait passer ses idées et ceux donc de sa corporation, du monde de l'agrobusiness, au détriment de l'intérêt général, de la santé publique, de la biodiversité, etc. Et donc, pour moi, l'élément majeur à retenir, c'est que nos institutions aujourd'hui, elles se montrent totalement prises en étau par cette concentration des pouvoirs et des richesses. Le gouvernement a, dans la foulée de la loi Duplomb, aussi remis en question, du coup, l'autonomie et la capacité d'action de l'ANSES, donc l'autorité qui, en théorie, est censée assurer justement notre santé publique. C'est quand même très grave, puisque ce sont eux qui sont en charge de l'élaboration des études en vue de la mise sur le marché, du coup, de ces produits utilisés dans l'agrochimie. Et donc, on peut véritablement aujourd'hui se poser la question de la santé de nos institutions et de l'existence de garde-fous solides sur le plan juridique et politique. Et donc, la loi Duplomb, ce en quoi elle peut nous aider, c'est qu'en fait, elle est un catalyseur. Elle révèle au grand jour la faiblesse de nos institutions, l'absence de ces garde-fous. Et elle peut nous aider en cela, et bien même si c'est triste, à concevoir qu'il faut passer à de nouvelles institutions. Il faut concevoir de passer à une 6e République pour faire en sorte qu'on protège valablement notre santé, l'intégrité de notre territoire, la biodiversité, et qu'en l'état des institutions actuelles, ce n'est plus possible, ce n'est plus garanti. Et donc la mobilisation formidable qu'on voit justement autour de la pétition, c'est à mon avis un tremplin très intéressant pour en fait aller vers une révision de fond de nos institutions, parce que c'est pas la loi Duplomb le problème en réalité, c'est vraiment l'effondrement de nos institutions face à la concentration du pouvoir et des richesses. Voilà en tout cas l'analyse que j'en fais. Pour ta question, Émilie, sur la voie académique que je conseillerais, évidemment, il faut faire du droit. Après, on n'est pas obligé d'avoir un parcours parfait, puisque le mien ne montre absolument pas, j'illustre pas justement le parcours idéal. J'ai un peu improvisé, pour le dire comme ça. Et dans beaucoup de domaines, je suis autodidacte de ces sujets-là, puisqu'il n'existait pas, quand je me suis lancée, de parcours de formation sur les droits de la nature. On l'a créé de toutes pièces. Et donc, c'est aujourd'hui, je pense, plus facile pour les juristes, justement parce qu'il existe notre programme, parce qu'il existe nos outils de formation. On a créé et on a lancé cette année un MOOC, donc une formation en ligne sur les droits de la nature, pour lesquels vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. Il n'y a pas besoin de background juridique, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de droit, en fait,
poursuivre ce programme de formation et c'est 6 semaines de formation en ligne sur les droits de la nature qui vous permettent justement de comprendre tous ces enjeux et de vous en saisir. Il y a aussi une trousse à outils, très complète sur ce sujet-là et donc pour travailler dans ce domaine, je dirais qu'il faut, c'est bien d'avoir un background juridique, donc d'avoir fait des études de droit. Pour autant, nous dans notre équipe, il y a aussi, des communicants, il y a aussi, des fundraisers, d'autres personnes qui font aussi, enfin voilà, tous les métiers, je dirais, du monde associatif qui sont absolument nécessaires et donc pour travailler dans les droits de la nature, il faut de tout ça. Sur comment ça fonctionne, les plaidoyers, les leviers d'action, du coup, nous, une grosse partie de notre travail, c'est de montrer à voir ce qui ne va pas dans le droit actuel, de l'illustrer par des cas très concrets, par des luttes, locales qui démontrent qu'en fait, on n'obtient pas des résultats satisfaisants dans le droit et d'expliquer pourquoi et la deuxième partie, je dirais, de notre lobbying, c'est de montrer, bah, voilà, comment dans d'autres pays, on a résolu ces sujets-là, comment on y répond juridiquement, politiquement et comment, par des propositions juridiques, très concrètes, on peut structurer des réponses, on peut résoudre ces problèmes-là et montrer que ça marche, en fait, à la fois en travaillant avec, donc d'autres pays, d'autres territoires qui reconnaissent les droits de la nature et en même temps, en montrant que, il y a des choses qui marchent et qui répondent de manière satisfaisante justement à ces grands enjeux. Alors dans mon asso, il y a 2 salariés, une personne qui s'occupe de notre programme de concours de procès simulés, parce que chaque année, on accueille quand même 30 étudiants et donc il faut bien les accueillir, il faut encadrer ce programme-là, il faut vraiment être, c'est vraiment un programme d'1 an, donc c'est extrêmement, demandeur en termes d'énergie. Cette personne, elle s'occupe aussi de développer notre think tank, puisqu'on veut vraiment, faire en sorte que pouvoir, fournir un travail juridique avec des experts du droit, sur ces sujets-là et d'autres experts. Et puis, il y a une autre personne qui est à mes côtés sur le travail d'expérimentation locale. Il faut savoir qu'on a en France 25 sites d'expérimentation, on appelle ça des sites pilotes. On travaille sur la Garonne, sur les droits de la Seine, on travaille en Haute-Savoie sur le massif des Vosges, on travaille sur le Var. Et donc, on a besoin d'un gros travail juridique, mais aussi de coordination, parce qu'en fait, il faut faire vivre des collectifs, organiser des événements, faire entendre nos propositions et faire en sorte qu'en fait le sujet avance partout dans les territoires. Et donc voilà, nos deux salariés qui sont donc des juristes, mais autour on a aussi une prestataire en communication, on a une presta en fundraising, donc développement financier de l'association, on a des stagiaires régulièrement qui travaillent à nos côtés, qui sont plutôt des juristes ou sciences politiques. Et on a aussi une personne qui est en charge du MOOC, qui est une ingénieure pédagogique et qui donc travaille vraiment sur la manière dont on enseigne les droits de la nature pour concevoir des modules de formation, parce que ça, c'est un métier à part entière. Concevoir des modules permettent du coup la création d'outils de formation. C'est très différent du métier de juriste. Et donc, on a une personne aussi en charge sur ces sujets-là. Et moi, non, j'ai pas du tout fait un master en droit de l'environnement ou en droit de l'animal. J'ai fait mon mémoire à porter là-dessus, mais c'était un master qui était plus large en droit comparé et j'avais suffisamment de latitude pour choisir en fait quel était le sujet de mon travail de droit comparé. Donc moi, j'ai choisi le droit de l'environnement et la question du climat et du droit pénal de l'environnement plus précisément. Et donc j'ai pas fait de diplôme sur ce droit-là en particulier. Mais ensuite, en fait, je me suis très rapidement intéressée à la question du droit de la nature. Et ça m'a permis, en fait, par la pratique du droit de l'environnement dans les associations, donc vraiment sur le terrain. Et je le disais tout à l'heure, hein, il n'existait pas de formation sur les droits de la nature, donc je suis totalement autodidacte et je fais de la recherche en permanence sur ce qui se passe dans le monde. Donc j'étudie et je regarde de très près toutes les jurisprudences qui sortent à gauche à droite, toutes les lois, tous les nouveaux textes juridiques pour justement en permanence me tenir à jour et fournir aussi aux autres des analyses sur ce qui se passe et comment est-ce que ça pourrait aussi venir répondre à nos enjeux en droit français. Et pour te répondre là, on a des activités de plaidoyer au niveau européen, oui. On est notamment association membre observateur du Conseil de l'Europe. Donc on essaye, vous savez, le Conseil de l'Europe, c'est une institution qui est un peu plus large que l'Union européenne, qui comprend d'autres États comme la Suisse, la Turquie et d'autres pays pour coordonner des politiques à l'échelon du continent européen. Et donc, on est membre observateur. On a travaillé notamment sur l'écocide à l'échelle du coup du Conseil de l'Europe et on essaye d'influencer les stratégies justement du Conseil de l'Europe pour y intégrer la question droits de la nature, droits humains dans les stratégies environnementales
à cette échelle-là. Et au niveau international, on le fait, même si honnêtement assez peu, parce que c'est pas notre cœur de métier. On travaille, là, on a travaillé par exemple sur la conférence des Nations Unies sur les droits sur l'océan, pour justement faire du lobbying avec d'autres associations à l'échelle internationale qui travaillent sur les droits de l'océan. Et on s'est retrouvés du coup à Nice dans ce grand sommet international. Mais ça relève vraiment de campagnes ponctuelles. C'est pas l'ADN de notre association, parce que depuis le départ, notre positionnement, c'est de dire il y a tellement de travail déjà à faire à l'échelle française qu'il faut se concentrer sur un échelon. C'est pas possible d'être partout quand on a 2 salariés et une équipe de 6 personnes. Donc voilà, et notre expertise, c'est vraiment le droit français, donc on se concentre là-dessus. Comment je me rémunère moi? Eh ben, moi, j'ai de la chance, j'ai, une bourse qui m'est, versée par le réseau Ashoka. Ashoka, c'est un réseau, de solidarité entre entrepreneurs sociaux qui a été, fondé par un Américain, et j'ai été, désignée par ce réseau. Après, c'est un travail qui est fait chez eux, qui et observe en fait au niveau, international dans différents pays, des initiatives sociales, sociétales qui émergent dans les réseaux et qui, chaque année du coup désignent en fait des entrepreneurs sociaux qui bénéficient d'une bourse donc sur 3 ans et d'un soutien pour, monter en capacité. Et donc j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une aide financière sur 3 années, et par ailleurs à côté je donne, des conférences dont certaines parfois sont rémunérées et qui me permettent du coup, d'être bénévole par ailleurs pour l'association, la plupart du temps, et de vivre, voilà. C'est pas vraiment évident parce que c'est un système juridique, qui est pas pensé pour ça, en fait, et c'est un peu une faiblesse d'ailleurs dans notre réseau, je trouve, enfin globalement, là, je parle du monde associatif. C'est pas évident de répondre à ces grands enjeux, de s'investir, de créer des associations, de les faire monter en capacité, tout en étant parfois, soi-même dans des vrais, dans des vrais challenges pour, se mettre en sécurité financièrement, et cetera. Donc j'ai eu de la chance, d'avoir ce soutien de Ashoka, et aussi, vraiment, qui me permet de me concentrer sur, la montée en capacité de l'association et de m'impliquer concrètement pour, les droits de la nature. Voilà un petit peu pour ces sujets-là. Je voulais vous en dire plus quand même sur le mouvement des droits de la nature pour que vous ayez aussi une idée des grands enjeux. Le mouvement des droits de la nature, en fait, à la base, il est donc théorisé, en gros, si on devait vraiment dater un petit peu son histoire, dans les années 50. Il prend racine dans la pensée, notamment des premières personnes qui travaillent sur l'éthique environnementale, comme Aldo Leopold aux États-Unis, qui est un des penseurs de l'éthique environnementale, et qui, dans un livre qui est vraiment sublime, je vous le conseille si vous n'avez pas déjà une liste de lecture trop longue. C'est un des bouquins fondateurs, hein, qui s'appelle Almanach d'un comté des sables, qui est passionnant, dans lequel Aldo Leopold décrit en fait l'histoire d'un territoire aux États-Unis à travers les grandes transformations qu'a vécu ce territoire-là, du fait de l'industrie forestière, de la chasse, de la pêche, etc. Et il décrit profondément en fait comment nous, humains, nous modifions nos milieux de vie, et comment ces modifications ont à la fois un impact sur notre manière d'habiter le monde, sur la manière de voir le monde, de le ressentir. Et il pose des questions vraiment profondes en termes d'éthique sur cette manière d'habiter et de faire commun. Et il a, dans son livre, vraiment, les idées qui sous-tendent le mouvement des droits de la nature. Il dit, je vous cite juste une petite citation: «Nous maltraitons la terre parce que nous la regardons comme notre propriété. Le jour où nous la verrons comme une communauté à laquelle nous appartenons, peut-être commencerons-nous à en user avec amour et respect». Comme lui, il était scientifique à la base, il dit: «Le fait que la terre est une communauté est le concept élémentaire de l'écologie, mais le fait qu'il faut l'aimer et la respecter est un prolongement de l'éthique». Et en fait, donc il est vraiment parmi les premiers je trouve, à mettre le doigt sur cette question de notre regard, nous, en tant qu'occidental, sur la terre est un regard, de propriétaire. Nous considérons, le monde à travers les usages, et notamment les usages économiques, l'exploitation que nous en faisons, et non pas à travers nos liens d'interdépendance et à travers, la reconnaissance des autres comme des sujets à part entière qui font communauté avec nous. Et en fait, entre, voilà, ces premières réflexions en termes d'éthique et puis la première théorie des droits de la nature, il se passe, quelques années, une dizaine d'années. Et le premier à théoriser, les droits de la nature, c'est Christopher Stone en 1972, qui est aussi aux États-Unis. C'est un professeur de droit, public, et il pose vraiment les bases du mouvement des droits de la nature dans un livre qui s'appelle «Les arbres doivent-ils pouvoir plaider?», que je vous conseille aussi, et je vous rajoute encore un petit livre sur la liste de lecture. C'est un livre fondateur qui est parfaitement accessible aussi à d'autres que juristes,
Il écrit ce bouquin dans un moment un peu particulier. Il y a aux États-Unis une grande affaire autour de l'implantation d'un parc d'attractions de la compagnie Walt Disney, donc, que vous connaissez tous. Walt Disney se dit, tiens, chic, il y a une grande vallée qui s'appelle la Mineral King Valley, où poussent des séquoias géants. Et il y a une association, le Sierra Club, qui est une des plus vieilles ONG de protection de l'environnement aux États-Unis, qui attaque ce projet de parc d'attractions et qui se voit débouté, c'est-à-dire que le juge rejette la plainte de Sierra Club pour justement, tout simplement défaut d'intérêt à agir, c'est-à-dire le juge considère que parce que l'association n'est pas propriétaire des arbres, elle n'a aucun intérêt à agir en justice, même si le projet ne lui plaît pas. Et donc là, Christopher Stone, en bon professeur de droit, dit mais alors si les humains ne peuvent pas plaider pour la nature, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider pour eux-mêmes? Et donc évidemment, c'est une boutade, mais il pose vraiment les premières bases du mouvement des droits de la nature en disant mais il y a quand même un problème fondamental, c'est que la nature n'est pas un sujet juridique et n'a aucun droit, alors que les entreprises, elles, et l'État sont des sujets qui disposent de la nature et qui ont tout droit sur elle. Et donc, vous savez, c'est la même année, d'ailleurs c'est intéressant que 1972, c'est la publication du rapport Meadows, vous savez, sur les limites de la croissance. Et Christopher Stone, en fait, il est très conscient de ces grands enjeux environnementaux et il constate que le droit de l'environnement aux États-Unis, eh bien, n'est pas suffisamment solide pour faire face justement aux grands appétits des industriels. Et donc, il se saisit de cette question-là pour dire, voilà, il y a un très grand enjeu qui est avant tout politique, c'est de penser la reconnaissance de la nature comme un sujet à part entière et donc sortir de cette chosification du vivant. Et ce qui fait de très intelligent et de passionnant dans son livre, c'est qu'en fait, il fait un dézoom historique sur l'histoire du droit et il rappelle que, en droit romain, on considérait normal que le père de famille dispose librement de ses enfants. Juridiquement, les enfants sont les objets, la propriété du pater familias, du père de famille. Donc il peut librement les marier, en disposer. Il a même le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Il rappelle Christopher Stone aussi qu'en droit britannique, eh bien, les Juifs ont le statut d'être ferae naturae, d'être de nature sauvage. Et donc, ils ont le même statut juridique que les chevreuils ou les cerfs sont des êtres sauvages. Ils n'ont pas de droit. Il rappelle que l'histoire de l'esclavage, c'est aussi l'histoire qui a toléré juridiquement, politiquement, éthiquement, que certains êtres humains soient la propriété d'autres êtres. On considère normal que certains êtres humains soient des marchandises qu'on pouvait vendre, acheter, exploiter avec le même statut juridique que les animaux de rente, les animaux qui travaillent dans les champs. Et Christopher Stone, évidemment, arrive aussi à la question de la condition des femmes et des droits des femmes qui sont juridiquement considérés pendant une très longue partie de l'histoire de l'humanité et malheureusement encore dans un bon nombre de pays dans le monde comme des sous-humains. C'est-à-dire que les femmes sont pendant longtemps considérées comme des êtres incapables. Incapables juridiquement, ça veut dire pas capables de prendre des décisions ni juridiques ni politiques pour elles-mêmes, que ce soit pour leur corps, pour leurs droits politiques, pour leurs droits économiques. Et que donc ce double régime juridique discriminant des hommes vis-à-vis des femmes, eh bien il a aujourd'hui, il nous impose aussi de penser les discriminations qui sont exercées sur le vivant. Et ça, c'est vraiment une réflexion fondamentale. C'est Christopher Stone dit, tant que l'objet de droit est privé de ses droits, on ne peut le voir que comme une chose à notre usage. Et en fait, quand il dit ça, il dit, en fait, cette surexploitation du vivant, cette destruction du vivant, elle est rendue banale parce qu'en fait, on ne considère pas l'autre comme un sujet à part entière et cet autre, on le prive de tous ses droits. Et donc, évidemment, en revenant sur la question de l'esclavage et la question des droits des femmes, il allume cette petite lumière, il crée ce déclic, dit qu'effectivement, rien ne justifie aujourd'hui, rien ne devrait justifier que nous, humains, soyons les seuls sujets de droit, les seuls titulaires de droits fondamentaux. Et donc ça, c'est vraiment cette réflexion dans le mouvement des droits de la nature qui est plutôt la théorie. Et en fait, entre les années 70 et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement, il a mis un peu de temps à décoller, mais c'est vraiment en 2008, quand l'Équateur inscrit, c'est le premier État dans le monde à reconnaître juridiquement les droits de la nature, et il inscrit les droits de la nature dans sa constitution par le biais d'un référendum. Et ce référendum, donc, mène à l'inscription dans l'article 71 de la Constitution équatorienne de la reconnaissance des droits de la terre-mère, de la Pachamama, comme on appelle la terre-mère en droit andin. Et donc, c'est là où vraiment le mouvement prend son envol,
C'est, vraiment l'élément déclencheur. Aujourd'hui, on a près de plus d'une cinquantaine de jurisprudences en droit équatorien. Grâce à la reconnaissance des droits de la nature, l'Équateur a notamment banni, le chalutage dans les 8 premiers donc dans les 15 premiers kilomètres de son littoral, donc où toute forme de pêche intensive est interdite justement pour protéger les droits de l'océan. Ça a permis aussi l'abandon de projets miniers, pétroliers, l'interdiction de certaines pratiques de braconnage et on a vraiment énormément de décisions de justice qui sont d'une très grande créativité, absolument passionnante et qui montrent comment les droits de la nature peuvent concrètement permettre, en fait, cette transition écologique qu'aujourd'hui, on a du mal enfin, je sais pas si vous avez suivi les discussions autour de l'UNOC. Enfin, c'est quand même hallucinant. En droit français, on n'arrive même pas à interdire des pratiques de pêche comme le chalutage dans des zones protégées. Donc c'est pour vous dire à quel point notre droit en termes de protection de l'environnement, c'est même pas faible, c'est qu'il est quasi inexistant ou inemployable. Parce qu'en fait, si même dans une réserve naturelle, on ne peut pas pratiquer des techniques de pêche parmi les plus destructrices au monde, vous voyez bien à quel point on a encore énormément de marge de progression, pour le dire de manière constructive. Et donc, il y a comme ça aujourd'hui un mouvement mondial qui est né depuis l'Équateur et qui s'est répandu, alors beaucoup en Amérique du Sud, puisque après l'Équateur, il y a eu notamment la Bolivie, le Panama, énormément d'autres territoires qui travaillent, le Chili, le Pérou, à la reconnaissance des droits de la nature par le biais notamment donc de la société civile, donc d'ONG qui, comme vous et moi, œuvrent à faire émerger ce sujet-là à l'échelle locale puis nationale. Le mouvement, il est aussi très présent aux États-Unis. On compte environ 150 initiatives aux États-Unis. Aussi sur la question de la protection des animaux, en particulier sur la protection des cétacés, donc des orques, des baleines, des dauphins. Sur la côte ouest des États-Unis, il y a beaucoup de villes, comme Miami par exemple, qui ont pris des engagements pour la protection des droits des cétacés. Il y a énormément d'initiatives sur les fleuves, sur des lacs et sur d'autres espaces. Au Canada, il y a une proposition de loi sur les droits du Saint-Laurent, vous savez, cet immense fleuve qui traverse le Canada. Le mouvement, il a beaucoup grandi aussi grâce à l'Australie, au mouvement aborigène, aux Maoris en Nouvelle-Zélande qui ont obtenu plusieurs lois. Une loi sur les droits du fleuve Wanganui, du parc, la forêt ancestrale de Te Uevera, et plus récemment, une loi pour les droits du mont Taranaki, une montagne sacrée maori, donc qui est reconnue juridiquement désormais comme à la fois un sujet titulaire de droit, mais aussi comme l'ancêtre des peuples maoris. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que juridiquement, c'est la première montagne qui est juridiquement considérée comme un ancêtre. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que ça implique, en fait. C'est que c'est vraiment une créativité juridique extraordinaire. Il y a un mouvement qui est assez fort aussi, mais qui perce difficilement en Inde. Il y a des avancées aux Philippines, au Pakistan, au Bangladesh. Il y a énormément aussi d'initiatives qui sont accompagnées par un réseau assez structuré sur le continent africain, en Ouganda et ailleurs. Et en Europe, nous, on fait grandir le mouvement en France. Et c'est déjà une réalité en Espagne, par exemple, sur la Mar Menor, où les droits de la nature ont été reconnus à une lagune grâce à des associations de citoyens qui se sont mobilisés sur ce sujet. Voilà un petit peu pour le récap historique du mouvement des droits de la nature. Quand j'ai fait mes études de droit, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement d'utile? Parce qu'on commençait quand même, il y a 10 ans à énormément parler de protection, de climat, de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité un petit peu moins, mais le climat était très, très présent. Et donc, comme j'étais juriste, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire avec mes petites compétences d'étudiante?» Je suis rentrée dans le réseau juridique de FNE, qui est un réseau qui rassemblait à l'époque une 60aine de juristes pour apprendre concrètement, c'est quoi la vie d'un avocat, en droit de l'environnement, qu'est-ce que font les associations, à quoi elles sont confrontées. Donc j'ai fait beaucoup de bénévolat, en fait, pour ce réseau juridique au départ. Ça m'a permis aussi de toucher du doigt, énormément de sujets différents et de découvrir ce réseau-là. Ensuite, je me suis impliquée dans la création de Notre affaire à tous. Au moment du premier dépôt en 2015, vous savez, c'était la COP, l'accord de Paris. On commençait à bosser sur le premier recours climat. J'ai bossé aussi sur la question de l'EPR de Flamanville, sur la question du nucléaire et de la sécurité nucléaire en France. Et j'ai aussi un petit peu bossé sur la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes au moment de la pétition contre l'aéroport. Et puis finalement, c'est ça qui m'a amenée à travailler sur la question de la Guyane parce que, mine de rien, toutes ces expériences, elles m'ont laissé quand même un goût très, très amer. On perdait systématiquement, où on obtenait des demi-résultats dans des choses, où je me disais: «Mais
on n'y arriverait jamais, quoi. Et j'avais 25 ans à l'époque et je me disais déjà: «OK, honnêtement, je ne peux pas concevoir de faire ça, toute ma vie, de perdre des recours qui me semblent, enfin, inenvisageables de perdre, tellement c'est gros, tellement c'est scandaleux, tellement les menaces concrètes pour la vie des gens étaient énormes. Enfin, quand je parle de la centrale nucléaire de Flamanville, ce qui était mon premier recours en justice, c'était, on parle quand même d'une centrale dont tout le monde sait qu'il y a des défauts dans la cuve. Tout le monde sait qu'il y a eu des falsifications des documents, puisque la cuve présente des anomalies de conception. Et pourtant, l'État français a écrit un 31 décembre, a adopté un 31 décembre, un décret pour permettre à l'autorité de sûreté nucléaire de donner un blanc-seing à cette cuve, alors même qu'elle ne répond pas aux normes essentielles de sécurité définies par l'Union européenne. Donc un énorme scandale où je me suis dit: «Mais c'est impossible de perdre, en fait, sur ces sujets, c'est impossible». On parle de potentielles catastrophes nucléaires, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une pollution où à la rigueur, la nature pourra s'en remettre ou non, non, on parle d'une catastrophe nucléaire qui aurait pour conséquence de rendre inhabitable une partie du territoire français. Et donc, c'est vraiment, pour moi, à ce moment-là où je me suis rendu compte que notre droit était beaucoup trop faillible par rapport à la pression que peuvent exercer les intérêts industriels. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, je sentais que intellectuellement, nous n'aurions pas de proposition solide, en fait, à partir du droit français. C'est la formule d'Einstein, vous savez, qui dit on ne peut pas prouver ou s'attendre à ce que ceux qui ont provoqué le problème trouvent aussi les solutions. Et donc, très clairement, les problèmes que nous générons, on ne peut pas y répondre grâce aux solutions que nous pensons, parce qu'en fait, c'est là que vraiment la rencontre avec cette délégation autochtone, elle a été déterminante pour moi, parce qu'en fait, dans le droit autochtone, dans la pensée autochtone, on a des outils radicalement différents de nos outils à nous. Ils ne pensent pas le monde comme nous, ils ont une toute autre cosmovision, un tout autre regard sur les choses. Et c'est notamment un rapport, je vous le conseille, qui est passionnant, qui a été donc publié par l'IPBES. Nous avons une approche en droit de l'environnement de notre milieu. Nous vivons de la nature et nous vivons dans la nature. Je m'explique. Nous avons une approche par les usages. Nous traitons la nature comme un ensemble de ressources. On vit de la nature. On vit dans la nature. On a aussi une approche patrimoniale. On protège certains écosystèmes parce qu'en fait, on considère que c'est notre patrimoine naturel. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans notre charte de l'environnement. L'environnement est le patrimoine des êtres humains. Sauf qu'en fait, ce patrimoine, on les considère comme notre patrimoine, pas comme notre patrimoine en tant que communauté plus qu'humaine. Non, notre patrimoine à nous, êtres humains, on s'accapare tout. Ce regard sur le monde aujourd'hui, ça a été théorisé par les experts de l'IPBES, ce regard dominateur et excluant, en fait, il est aussi une partie du problème. Et dans le monde autochtone, on trouve d'autres cosmovisions et d'autres réponses. Et notamment, donc, ce que a théorisé l'IPBES, c'est que dans le monde autochtone, on vit pas de et dans la nature, mais on vit aussi avec la nature, voire on vit comme la nature, c'est-à-dire on s'identifie à la nature, elle fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le droit autochtone et qui m'a intéressée aussi parce qu'il y a profondément cette question du droit colonial et de la manière dont on a essayé de détruire ces civilisations, de conquérir pas que la terre, mais aussi les gens et de faire disparaître en fait ces cultures-là et ces piliers de valeurs. À la croisée en fait de mon travail, il y a ces droits de la nature, mais c'est aussi profondément lié à une démarche en droit autochtone, à une question décoloniale, à une question féministe aussi, parce que peut-être que vous avez déjà eu l'opportunité de lire ses ouvrages, notamment d'Emily H, Reclaim, et d'autres travaux sur l'écoféminisme. Emily H, elle le dit de manière très claire, très posée dans Reclaim, c'est que du fait de notre histoire, et notamment des grandes religions monothéistes, nos sociétés sont profondément à la fois patriarcales, extractiviste, et que ce rapport à la nature et le rapport aux femmes est celui d'un rapport à la matière, c'est-à-dire que les hommes ont, par le biais de ce regard sur les femmes et le vivant en général, dévalorisé notre place dans la société. Et donc, c'est très intéressant de voir comment les discriminations entre les peuples, entre les genres et entre les espèces conditionnent profondément notre regard sur le monde et comment, en repartant aussi de toutes ces logiques de domination, on peut aussi re-questionner notre lien aux autres vivants.
Il y a un très bon livre aussi que je vous conseille de Kaotar Archi, L'animal et nous. Ainsi, l'animal et nous, je crois que le nom complet, c'est ça. C'est justement sur ce regard entre les liens entre la dévalorisation de la place de l'animal dans notre société et le regard profondément raciste sur les autres. Parce que Kaotar, elle a ce regard depuis l'Afrique du Nord. On le répétera jamais assez, mais dans les prémices en fait de la colonisation française et jusqu'à la guerre d'Algérie, il y a cette idée que Français et indigènes ont deux statuts juridiques très différents. D'ailleurs, il y a ce code indigène, un code qui prive le peuple algérien de ses droits et notamment de ses droits politiques. Et elle le dit dans son livre, en fait, il n'y a pas d'animal, il n'y a que des êtres animalisés. Et au cours de l'histoire, il y a eu des animaux humains, il y a eu des pratiques en fait d'êtres dominants sur des êtres dits dominés par cette dévalorisation où on mettait en fait dans le même statut animaux humains et animaux non humains qu'on voulait dévaloriser collectivement. Et c'est comme ça que les femmes, que les étrangers, que les personnes d'autres confessions se sont retrouvées dans des statuts discriminants vis-à-vis évidemment de la classe dominante, à savoir les hommes blancs. Et donc, c'est très intéressant de se poser la question du statut de l'animal et de la protection du vivant en général, aussi à travers ces questions sociétales de fond qui font, à mon avis, aussi une écologie décoloniale, féministe et antiraciste. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là moi qui m'habitent et qui sont vraiment au croisement de ma pratique, qui n'est pas du coup que du droit de l'environnement, mais qui fait du lien avec beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et voilà, et qui en font aussi une pensée complexe et qui, je pense, répond à ces enjeux qui sont notre siècle, qui est un siècle complexe. Un dernier conseil pour garder espoir pour se lancer dans ce domaine. En fait, le mouvement des droits de la nature, il émerge en France et très, très vite. Je le disais tout à l'heure, on a 25 sites pilotes. Chaque année, quasiment, on double le nombre de sites sur lesquels on travaille. Et donc, quand tu dis se lancer dans ce domaine, en fait, et on a besoin d'absolument tout le monde pour faire changer les mentalités. Nous, aujourd'hui, notamment, là, je vous disais, il y a ce cycle de webinaires que vous pouvez retrouver en ligne, c'est des webinaires gratuits que j'ai eu la chance de réaliser avec Idealco. Le premier que j'ai fait, c'était avec Philippe Descola, justement pour expliquer les liens entre le droit et l'anthropologie, ce qui fait ces différentes cultures, enfin les différences de culture entre un peuple autochtone justement et le peuple français en métropole. En fait, aujourd'hui, il s'agit pas pour faire grandir le mouvement de droit de la nature, il s'agit pas uniquement de faire du droit en réalité. Nous, on a besoin de tous les experts, de tous les corps de métier. Dans ce webinaire, dans ce cycle webinaire, je suis allée chercher des hydrologues comme Charlène Descolonges, des paysagistes, des personnes qui travaillent sur l'aménagement et la planification du territoire dans les syndicats mixtes. Énormément de gens avec des backgrounds très différents. Et donc, j'ai envie de dire, pour aider et pour se lancer dans ce domaine ou pour travailler dans ce domaine, toutes les compétences sont bonnes à prendre en fait. Toutes les personnes qui peuvent agir doivent agir à nos côtés parce que c'est vraiment un changement tellement radical dans la manière de concevoir notre place dans le monde, de vivre avec les autres vivants, qu'en réalité, il ne s'agit pas de prendre uniquement l'angle juridique, mais en fait que tous les expertises et tous les métiers sont importants pour faire cette fameuse transition juridique et politique dans nos institutions et dans notre culture. Donc pour moi, il y a que de l'espoir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a créé Wild Legal en 2019. Donc c'est en fait c'est un bébé encore, on pourrait se dire, c'est tout jeune. Et pour autant, on a grandi hyper vite. On a des réseaux de soutien aujourd'hui phénoménaux. On travaille avec l'Office français pour la biodiversité, avec l'Agence française de développement. On a réussi à mettre en place des partenariats énormes avec énormément de réseaux de prospective. On travaille avec beaucoup, beaucoup d'associations partout en France. Et donc, je voudrais dire une chose, c'est qu'en France, on a vraiment un terreau fertile pour le mouvement des droits de la nature, à savoir, on a un très bon maillage associatif, beaucoup d'ONG présentes partout sur le territoire qui font des choses extraordinaires. On a un très beau réseau aussi en France de personnes qui travaillent sur la prospective, faire changer les mentalités, faire changer les pratiques, se questionner sur nos usages, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec ces réseaux de prospective qui font de la recherche et développement sur comment sera la France demain. Ça, c'est vraiment une force. Et en plus de ça, on a quand même un réseau de médias, certains indépendants, certains plus grand public, qui sont intéressés par la question juridique, qui n'ont pas peur de se pencher sur ces sujets-là et qui traitent des questions écologiques. Et donc, il faut en profiter, il faut évidemment parler de ces sujets-là dans le maximum de canaux disponibles
possible. Et ça nous a permis, en tout cas en 5 ans, de vraiment faire grandir énormément le mouvement. Et je pense que du coup, chacun a la possibilité d'agir et de renforcer le mouvement à son échelle pour aider, soutenir Wild Legal. Il y a énormément de choses à faire. D'une part, il y a ce MOOC, cette formation en ligne. En vous formant, en fait, et en devenant du coup porte-parole et porteur de cette cause, et ben, vous nous aidez énormément. En organisant chez vous, par exemple, des débats autour de ce sujet-là avec nous, et ben, ça nous donne plus de visibilité, ça relaie le mouvement. On fait partout en France des conférences, des lectures, des événements autour de ces sujets. Évidemment, vous pouvez aussi soutenir par un don, vous pouvez soutenir en relayant nos publications. On a aussi un réseau de bénévoles avec une boucle WhatsApp. Et vous pouvez nous aider, par exemple, en rejoignant notre programme d'expérimentation locale. C'est toujours comme ça que ça passe, mais dans nos territoires, sur les sites pilotes sur lesquels on travaille, c'est parce que des citoyennes et des citoyens se sont dit moi, je veux faire ça localement, je veux aider sur ma rivière, sur ma forêt, sur mon fleuve. Et petit à petit, bout à bout, on met en place des collectifs citoyens qui font des actions, qui font des événements, qui font des mobilisations, du plaidoyer auprès des élus locaux, qui font remonter jusqu'au département, à la région, à l'État, etc. Et donc, vraiment, il y a de la place pour tout le monde, quelles que soient vos aptitudes, parce que, par exemple, sur la Garonne ou sur la Seine, c'est vraiment en faisant des liens avec des associations, des citoyens, des associations dans le monde culturel, artistique, dans le théâtre. On fait beaucoup de choses aussi grâce au théâtre et grâce à des installations artistiques, parce que notre message, il touche pas que au droit, il touche à énormément d'autres choses. Et donc, vraiment, il y a de la place pour tout le monde dans ce réseau-là. Et donc, vous pouvez nous écrire tout simplement. On a une adresse, c'est contact@wildlegal.eu. Vous pouvez nous dire, voilà, moi, j'ai envie de monter un site pilote sur ma rivière près de chez moi. Il y a cette forêt sur lesquelles j'aimerais alerter parce qu'il y a des coupe-rases ou que sais-je. Et donc, envoyez-nous vos cas. Faites-nous signe si vous voulez monter des mobilisations. Ce programme d'expérimentation, on fait en sorte justement qu'il puisse être accessible en France. Oui, par contre, en France, pas à l'international, parce que comme je vous disais, on préfère pour le moment concentrer nos forces sur des cas français. En revanche, si vous connaissez des associations et vous voudriez qu'elles s'intéressent à ces sujets-là par ailleurs, à l'échelle internationale ou dans d'autres pays, vous pouvez aussi nous les faire remonter, c'est pas un problème, parce que par ailleurs, on peut aussi conseiller d'autres ONG, faire le lien, comme on a un réseau mondial, on sait qui travaille dans quel pays. Donc, par exemple, moi j'interviens en soutien à l'île Maurice, d'une ONG qui fait de la protection de l'environnement, et je leur donne des outils aussi pour pouvoir faire avancer. Je peux intervenir sur des formations et des choses comme ça. On peut leur envoyer des liens vers d'autres ONG qui peuvent les conseiller. Voilà, même si c'est pas nous qui allons nous en charger directement, mais que vous êtes dans d'autres réseaux à l'international et que vous seriez intéressé pour que ces réseaux-là aussi se penchent sur la question des droits de la nature. Par ailleurs, on peut faire le lien avec d'autres ONG dans notre réseau qui ont déjà développé des outils ou des systèmes d'entraide à l'échelle de ces territoires-là. Donc, de toute façon, le contact est bon à prendre. N'hésitez pas à nous écrire, alors soit par l'adresse mail, soit par Insta, soit par LinkedIn, et on répondra à vos sollicitations pour vous aider à monter ces collectifs ou à faire le lien avec d'autres ONG existantes pour que le mouvement prenne un peu partout dans le monde. Je vous remercie, et puis je vous souhaite vraiment bon courage et de bonnes lectures pour revenir avec plein de bonnes idées de mobilisation. Et puis, on se tient au courant par les réseaux sociaux, et on fait progresser le mouvement ensemble. Alors, chiche! J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org, ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.